Ok, donc, ça, c'est voilà, et voilà. Alors. Bonjour, bonsoir, l'Imaginavert, c'est Griffons, mais dans le coin on me surnomme Griff. Je suis un humble voyageur de l'Imaginavert qui voyage de planète en planète à la recherche de sujets d'études. Mais je vous vois déjà vous poser la question. Qu'est-ce que l'Imaginavert ? Eh bien ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. L'Imaginavert, ou univers de l'imagination, est un monde spatial dans lequel reposent tous les univers de fiction existants. Dans ce monde, chaque galaxie représente une licence ou un auteur, et chaque planète représente un film, une série, un roman, etc. Et les voyageurs tels que moi s'y rendent pour découvrir toutes les potentialités de l'imagination. Ce magnifique monde a été initié par Alert Spoiler, une web-série réalisée par Michael J. Mainfield, un vidéaste indépendant et ancien membre des Voxmakers, dont l'émission principale Fermez-la connaît actuellement un honnête succès sur YouTube. Le premier épisode de la série est sorti le 6 juillet 2009 et j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire dans cette vidéo. La série compte actuellement 2 saisons de 15 épisodes, 8 hors-série et 3 critiques spéciales convention. Ouais, c'est l'un des défauts majeurs de la série, elle est vraiment très éparpillée. Vous trouverez les 2 saisons sur YouTube, mais quelques épisodes manqueront, donc je vous conseille plutôt de vous rendre sur le blog MJ Prise One qui sera en description pour pouvoir tout regarder. Bref, elle nous conte l'histoire d'Alert Spoiler, un critique qui navigue de planète en planète dans son TARDIS, accompagné de son fidèle mécano Wiggy. Il se confronte à une tripotée tordue telle que le professeur Vandelcash, un docteur nazi maléfique, pléonasme je suppose, son rival critique l'Aviateur ainsi que le terrible Dead Fox, qui souhaite la destruction pure et simple de l'Imaginavert. Mais bien d'autres épreuves bizarres et rencontres inattendues jalonneront leur chemin. Je vous conseille chaudement cette série si vous aimez le cinéma et la culture geek en général. Car au-delà de l'aspect critique qu'elle prend, c'est un véritable hommage à la création et à l'imagination, qui met en scène un univers infini de culture et des personnages tous très mémorables, chacun à leur façon. Enfin, à l'instar de sa principale inspiration, à savoir Doctor Who comme l'annonce subtilement le générique, la première saison a vraiment beaucoup vieilli et seuls les fans hardcore iront la célébrer comme je le fais. Donc favorisez la saison 2 si vous voulez débuter la série et que vous n'en connaissez rien. Je ne m'étendrai pas sur la production d'Alert Spoiler, mais tout ce que je pourrais vous en dire c'est que j'apprécie énormément le travail de Michael J, que ce soit sur cette série ou sur ses autres projets. J'aime particulièrement sa mise en scène lors des passages révélant la personnalité très particulière de Spoiler. Bon, ça n'empêche pas que je sois parfois en désaccord avec ce qu'il dit, mais c'est plus des conflits idéologiques, notamment sur Pokémon par exemple. Mais cessons de tergiverser et passons au sujet principal. Moi, un fan de Spoiler, qui ai décidé de parcourir le même univers que lui afin d'aiguiser ma langue de vipère en m'opposant en tant que rival en termes de critique. Ils arriveront sûrement plus tard, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Car j'ai envie de célébrer l'événement des 10 ans de la série avec un petit hommage. Car voyez-vous, Spoiler a prévu un top 10 des meilleurs moments de la saison 2 d'Alert Spoiler. Et j'ai décidé, dans l'originalité la plus crasse, de faire de même avec mon propre point de vue. Pour poser les bases de cette vidéo, j'ajouterai simplement que cette sélection se base sur mon avis personnel en tant que fan, et que j'ai fait la sélection sur l'entièreté des épisodes de la saison 2, mais également sur les HS sortis pendant cette saison 2. Ah, et surtout, ça va spoiler, donc si vous ne l'avez pas regardé, tirez-vous et allez voir ça tout de suite. Bref, let's go, comme dirait l'autre. Numéro 6. Épisode 2, la honte allemande, Postal. Alors cet épisode va me permettre de vous introduire directement mon personnage préféré de toute la série, le professeur Igor Vandelcash. Et ouais, spoiler, mon avantage sur toi c'est que mes personnages préférés sont soit immortels, soit ressuscités au bout d'un moment. Je disais donc que ce début de saison a été particulièrement mouvementé, surtout vu le choix d'axer les 2 premiers épisodes sur des critiques faites par des personnages secondaires, à savoir Willy lors de sa tentative de ressusciter Spoiler, et donc Vandelcash lorsqu'il fut battu une fois de plus. Igor est mon personnage préféré pour pas mal de raisons, essentiellement le fait que ce soit le plus attachant des personnages, éternellement loser du mal qui meurt plus souvent que Kenny, mais qui pour autant a toutes les caractéristiques d'un bon génie du mal.
Il est fourbe, diabolique, calculateur et même nazi en bonus. Sa relation avec Spoiler est vraiment comique, parce que là où Vandelkash se prend grave au sérieux comme le double maléfique du héros que son apparence laisse supposer, bah Spoiler sait qu'il ne représente aucun danger et le voit limite comme un allié. C'est super bien résumé dans ce passage d'ailleurs. Hey, patron, t'as fait quoi d'avoir été ressuscité par le nazi? Bah, d'un autre côté, je suis content d'être en vie, c'est vrai, et de l'autre côté, c'est sympa de savoir que c'est Vandelkash qui m'a ressuscité, il doit s'en vouloir à mort, mais d'un autre côté, la vie continue. Et je m'en fous complètement. La plupart de ses interventions sont hilarantes. J'ai vraiment du mal à le voir conquérir le monde. Même Vandelkash a plus de chance que lui, quoi. Ouais. Mais il y a de rares fois où il est réellement charismatique par sa réussite. Et ça le rend encore plus adorable quand il se fait re-humilier derrière. Donc imaginez un tel personnage critiquer le soi-disant chef-d'œuvre du pire réalisateur existant. En effet, après avoir ressuscité Spoiler et être mort une énième fois au passage, il se réincarne dans un de ses clones et décide de parler de Postal, le film le plus insultant pour l'intelligence humaine qui a réalisé Ball. L'épisode est génial pour Vandelkash en lui-même, que ce soit l'humour autour de son faux accent ou son nazisme assumé en décalage complet avec le spectateur, ça en fait l'épisode le plus drôle de la série de loin. J'adore aussi le concept du bloc du mal tenu par un savant fou. On pourrait limite en faire une série parodique Disney Channel. Et ne ratez surtout pas la prochaine série événement sur Disney Channel, les nazis s'emparent du net. Pourtant, mine de rien, c'est un épisode avec pas mal de sous-intrigues qui y sont développées. Rien que le fait de voir Vandelkash parler de lui, de son lien avec Dead Fox, de son rapport avec Uwe Ball et d'introduire les prémices de la galaxie du Gant Rouge, tout ça donne un vrai développement non négligeable à l'univers sans passer par de l'exposition. Ce qui rend le moment d'autant plus agréable. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir qu'un personnage réellement subversif dans son concept comme lui critique un film qui se veut subversif sans l'être vraiment. Bref, un excellent épisode avant tout pour son humour, mais aussi parce qu'il apporte un point de vue différent de l'Imaginaire. Bon, du coup, on peut passer au numéro suivant, mais... j'ai pas oublié quelque chose. Attends, ça va me revenir. Ah oui! Activation de la voix de casserole dans 3, 2, 1. Pourrait-il que ce soit toi qui m'ait ouvert les yeux? C'est un nouveau jour, le ciel est bien haut, tous les oiseaux chantent parce que tu vas mourir. Hier je me retenais, maintenant je me demande pourquoi, c'est un nouveau jour. Numéro 5, épisode 9. La fille qui n'était pas espionne. Qu'impossible. Après avoir une fois de plus vaincu les costards-cravates de la Fox sur la planète X-Men, Spoiler se retrouve face à Vandelkash, qui veut le faire critiquer la plus horrible série animée pour gamines que l'Imaginaire n'ait jamais connue. Qu'impossible. Attends, quoi? Ah oui, c'est vrai, suite à un mélange de dossiers dans le plan d'Igor, Spoiler se retrouve à critiquer une série qu'il adore au lieu de se farcir cette bouse de Totally Spies, le plan initial de Vandelkash. Bon, avant de parler de l'épisode en lui-même, je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de Kimpossible, à part pour les internets mêmes qui traînent autour. C'est une série sympa, à n'en pas douter, mais qui a un style particulier qui ne me correspond pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que la critique en elle-même est véritablement passionnée, ça se ressent à la manière dont il en parle. Contrairement à la saison 1. C'est génial! Et c'est encore démultiplié par le fait que ce soit l'histoire d'un fan qui défend une série injustement bâchée. Et ça amène non seulement une certaine forme d'euphorie face à tant de passion, Énorme! mais aussi d'excellents gags, qui sont renforcés par les habituels excellents caméos de l'ermite lorsqu'il est question de, disons, les dérives de la japanimation. Ah, mais au Japon et en Espagne, c'est légal! Enfin, j'ajouterais que l'apparition de Vandelkash appuie très bien son personnage. Sérieusement, le méchant qui se trompe de dossier en exécutant son plan maléfique. C'est juste beaucoup trop drôle tellement c'est cruel pour ce pauvre gars. D'ailleurs, cet épisode est aussi présent parce que, avec l'épisode 10, il marque le début de la saga japonaise V2, la plus excellente saga d'alerte spoiler, où il va devoir se confronter à l'un des plus puissants personnages de l'Imaginaire. Et puisqu'on en parle... Numéro 4, épisode 13, tu deviendras une légende, School Days. Dernier épisode de la seconde saga japonaise, ce passage prend place suite à la réussite du plan de Mr. McGuffin, au moment où Spoiler est regonflé à bloc pour critiquer une série de merde qu'il a fui durant son passage à vide, School Days, la série maudite. Bon, avant de continuer sur l'épisode en lui-même, je vais toucher un mot sur le générique. Like an angel who has forsaken sympathy, rise up, young boy, and make yourself a legend.
Cette reprise en anglais d'un des meilleurs openings de tous les temps, sur fond d'alerte spoiler version animé japonais dessinée par Roxane, c'est absolument magnifique pour une série qui le mérite autant. Mon péché mignon restera l'apparition de Vandel Cash version ultra badass. Bon, pendant 5 secondes, mais c'est déjà ça. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord avec spoiler? Ouais, ça peut paraître étrange vu qu'elle est placée aussi haut, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis parfois en désaccord avec certaines critiques. Et particulièrement avec celle-ci. Parce que je l'avoue, j'adore School Days. Pour moi, qui suis beaucoup plus investi dans la japanimation et les mangas que spoiler, voir un School Life dit harem à la Lovina est souvent signe d'une catastrophe abyssale de qualité. Non pas que je n'aime pas les romances, attention, au contraire, j'aime même des séries comme Sword Art Online juste pour leur romance centrale. Donc ouais, j'adore les romances, mais les romances bien foutues. En fait, faites l'expérience vous-même. Prenez tous les mangas du genre harem que vous connaissez, excepté High School of the Dead et Clannad qui sont les exceptions qui confirment la règle, et essayez de m'en trouver un seul qui tienne la route en termes d'histoire de romance. Sérieusement, vous pouvez chercher, ils sont tous plus oubliables les uns que les autres. Vous ne me croyez pas? Ok, alors... High School DxD, Rosario Vampire, To Love Ru, High School DxD, New, Kiss66, Data Life, To Love Ru, Darkness, Monster Musume, Ladies Vs Butler, Prison School, Princess Lover et putain de Mackenkie. Même Lovina qui initiait le genre est plus apprécié pour la nostalgie que pour sa qualité réelle. Et même quand elles ne sont pas tout simplement nulles, ce genre de séries sont juste oubliables, c'est dire. Ce sont des divertissements bas de gamme qui ne sont passables que si on éteint son cerveau le temps de se prendre des trouzaines de nichons et de gags pas drôles entrecoupés de moments gênants et pseudo-érotiques dans la face. C'est pour moi le pire genre de la japanimation, et c'est triste que ce soit aussi l'un des plus populaires. Et School Days est un cas très à part de harem, parce que, voyez-vous, en étant aussi malsain et odieux, il devient en quelque sorte une satire involontaire de ce genre d'animé comme le serait un Shrek pour les contes de fées. D'ailleurs, vu certaines scènes, je serais même pas surpris que ce soit volontaire en fait. Je pense que le jugement négatif de Spoiler vient du fait qu'il n'a pas eu assez de contact avec ce genre de harem pour trouver tous les codes insupportables que dénonce School Days par son côté trash. Que ce soit les plans racoleurs ridiculement évidents, les filles tout amoureuses du héros sans bonne raison, ou le héros tout gentil qui ici est détourné en un des plus gros fils de Satan de la fiction. Ce sont tous ces éléments détournés qui rendent insupportable School Days. Donc forcément, tu m'étonnes que pris au sérieux, l'animé en devient rageant. Mais malgré ce que je peux dire, ça se comprend facilement. Il a pris la série comme il l'a eu, et donc il a trouvé toute pourrie comme il aurait trouvé les animés que j'ai cités plus haut tout pourris. Oh, c'est trop zor pour moi, je me casse, moi. Moi-même, la première fois que je l'ai vu, j'ai détesté. C'était gênant, malsain, moche, mais après quelques années et plusieurs dizaines de harems chiants consommés, j'ai pu revoir mon jugement sur la série, qui est finalement un bon défouloir sur le reste de l'industrie harem. Donc dans un sens, c'est pour ça que je la place 4ème du classement. Parce que, sans le savoir, Spoiler a critiqué ce que la japanime a fait de pire, à savoir le genre harem dans sa globalité. Bon, au-delà de ça, c'est saluable pour être le dernier épisode de la 2e saga japonaise, mais aussi pour son final, où on nous révèle enfin la vérité sur l'église des fanatiques qui stalkaient Spoiler depuis un moment déjà. C'est sympa de voir de potentiels futurs ennemis pour la saison 3 en plus de Dead Fox. Personnage spoiler, vous avez commis votre dernier péché. Wow. Je savais que j'aurais des problèmes pour ne pas avoir laissé un pourboire au serveur, mais... à ce point... Look out, here comes a Spider-Man. Numéro 3. Épisode HS numéro 7, la vie d'adulte c'est nul. Spider-Man 2. Ah là là, Spoiler est pauvre mais redevable. Alors évidemment, dès qu'il reçoit un peu d'argent sur Tipeee, il se sent obligé de proposer un sujet de critique à celui à qui il le doit. Mais cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel film. Il s'attaque à l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés, Spider-Man 2. J'adore la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Il représente pour moi l'aboutissement des super au cinéma avec Batman Begins et les X-Men. Un parfait mélange entre le drame de personnages et l'action super-héroïque dont on ne se lasse jamais. Et de l'humour pré-Marvel vraiment fun et décomplexé. D'ailleurs, je pense sincèrement que malgré les chipotages à côté de la plaque sur le ton enfantin des films et sur Spider-Man 3, que spoiler remet très bien à l'heure d'ailleurs, ça reste des films d'enfance pour beaucoup de gens de ma génération. Du coup, rien que le sujet de l'épisode est une qualité en soi. J'aurais beau essayer de toujours juger sur la mise en scène, sur l'histoire propre à être spoiler, etc. Il y aura toujours une part de le film qu'il critique me plaît dans mon appréciation de l'épisode. Mais du coup, malgré ça, vous pouvez vous dire que je le choisis surtout parce que c'est Spider-Man 2 et pas pour l'histoire qui y est développée. Ben, détrompez-vous.
Parce que Spoiler connaît la valeur potentielle des hors-séries / OAV qui rajoutent du lore, même non canon, à un univers instauré. Que ce soit l'apparition de César en début de vidéo qui amène à un super gag où il se fait rétamer assez violemment, disons-le, pour ses conneries. Ce qui non seulement est drôle, mais réduit en poussière les arguments les plus débiles des fanboys anti-Spider-Man, mais aussi Rebootman, un autre nouveau méchant loser qui fait plus de bien que de mal sans le savoir. Va te faire foutre! Va te faire foutre! Ah, et on a un sympathique caméo du fanatique en plus de ça. En ce qui concerne la critique en elle-même, c'est encore une fois l'une des plus drôles de la série. Que ce soit les scènes parodiées, notamment celle de Triple J, ou le montage musical le plus épique jamais fait. Ce salopard de balai! Oh, meurs! Ah la vache! Mais va te faire foutre, putain de balai! Qu'est-ce que tu réponds ça? Oh, fille de... Après, concernant la fameuse romance foireuse entre Mary Jane et Peter, je dirais bien qu'il exagère à propos de la nullité des scénaristes. Mais pas seulement ce que Willy explique en fin de partie 1, ça à la limite je peux laisser couler. Mais le truc c'est que l'histoire soap-opéra d'amour entre les deux est surtout issue du comics, et que le ton enfantin abordé par les films découlait directement du comics qui lui-même avec cette même romance chiante. Mais ce qui rend cette critique aussi géniale, c'est aussi et surtout la passion absolue que Spoiler a dans cet épisode. C'est pas un secret qu'il soit fan de Spider-Man, et plusieurs séquences de la critique me rendent vraiment euphorique en voyant les réactions à certaines scènes. Limite, j'ai l'impression qu'il découvrait le film en même temps. Il traite le film avec tout le respect qui lui est dû malgré l'humour très présent. Et il donne une analyse globale assez poussée sur le message du film, ainsi que sur son style enfantin, peu commun dans l'industrie super-héroïque. D'ailleurs, la critique va dater de 2 ans bientôt, et... bah, quand on voit les futurs films Marvel et DC, on se dit que c'est toujours d'actualité. Numéro 2, épisode 12, Jeune homme, Évangélion. Ouais, encore un épisode de la seconde saga japonaise, mais qu'est-ce que tu veux que j'y peux, moi? Spoiler a disparu après l'attaque du mystérieux Mr. McGuffin. À son réveil, il se retrouve dans ce qui semble être une dimension parallèle, représentant son inconscient. Et ce qu'il va devoir affronter pour s'en sortir, ce sera l'incarnation de sa propre peur, Évangélion, pour prouver que sa lutte pour l'univers n'est pas vaine. Bon, à dire vrai, pour la seconde position, j'ai pas mal hésité entre cette critique et celle de Spider-Man 2. Mais finalement, je me suis dit qu'il y avait beaucoup plus de matière à traiter parce que c'est un épisode pilier de la saison 2. Je vais pas pouvoir tout évoquer tant il y a de qualité dans cet épisode, et je vais pas non plus repréciser ce qui semble évident, c'est drôle, constructif, et étonnamment bien renseigné sur le contexte japanime de l'animé par Spoiler. Je soupçonnerais presque l'ermite d'avoir participé à l'écriture, mais enfin. En ce qui concerne la critique en elle-même, je ne pourrais pas en dire grand chose sans me lancer dans un immense débat. Après tout, Évangélion est un peu le sujet ultime de la japanimation avec Dragon Ball et Astro Boy, donc Ce que j'en dirais, c'est que simplement que je suis d'accord avec presque tout ce que Spoiler démontre, notamment concernant Shinji, qui effectivement est un très bon personnage, contrairement à ce que disent pratiquement tous les fans de la série. Sérieux, mettez-vous à sa place un peu, c'est pas sa faute si son père est l'un des pires enfoirés de l'histoire du Japon. Mais malgré ça, je n'apprécie pas plus que ça la série. Parce que même si je trouve le traitement philosophique dans l'anime excellent, la mise en scène symbolique très bien travaillée et la conclusion apportée par le film satisfaisante, et j'ai bien dit la conclusion du film parce que celle de l'anime est pourrie. Mais je n'arrive vraiment pas à apprécier l'ambiance et l'émotion de la série prise dans sa globalité. Pour moi, ça restera une expérience marquante, mais plus intellectuellement qu'émotionnellement. Surtout que voilà, niveau écriture de personnages chez Gainax, t'as d'un côté des humains tragiques avec des défauts humains qui te donnent parfois envie de les baffer dans Évangélion, et de l'autre côté, t'as des bourrins ultra badass et charismatiques qui débitent de la poésie complètement débile pendant qu'ils combattent dans Gurren Lagann. Donc forcément, mon choix est vite fait. Bon, je tiens à m'attarder sur deux points principaux qui font la qualité de cet épisode. Déjà, la mise en scène. Le doppelganger de Spoiler est très bien foutu malgré le manque de moyens apparents. C'est un antagoniste se voulant sobre, et qui combat surtout avec ses mots. Du coup, en faire une simple ombre qui parle lentement en écho le rend mi-charismatique, mi-flippant. C'est un choix d'autant plus percutant qu'il est repris directement des attaques psychiques présentes dans la série, mais en donnant un retournement de situation finale inattendu et qui développe parfaitement ce que cette saga japonaise a apporté à Spoiler. Ajoutant à ça le brisage constant des running gags de la série, que ce soit le simple hoquet de Spoiler quand un ennemi lui propose une œuvre injustement détestée qui ici n'a aucun effet de surprise, ou le coup de la mort systématique du personnage préféré qui prend une importance dramatique réelle dans l'épisode. Et encore une fois, moi je m'en fous parce que mon personnage préféré, c'est le pingouin. Bref, c'est vraiment déroutant et ça permet de montrer le rapport de force qui devient progressivement en la défaveur de Spoiler, en le faisant sortir de sa zone de confort habituelle jusqu'à pratiquement le briser. Et enfin, niveau mise en scène, comment ne pas souligner la badassitude extrême de Spoiler dans le climax.
Entre les spasmes de terreur de l'imposteur, le discours à la Yoda du héros et les FX du combat final qui le rendent absolument épique, tout est parfait. Mr. McGuffin est sympa aussi. Il est joué par Anto et est un personnage de dieu bienveillant, vraiment bien construit dans le sens qu'il n'annule jamais la menace par ses pouvoirs. Car en soi, s'il voulait tuer Dead Fox, il le pourrait, mais même lui sait que ça annihilerait toutes les péripéties. Et comme il est en quelque sorte un spectateur de la série au même titre que nous, il n'intervient que pour s'amuser, donc il ne veut pas détruire toutes les péripéties. Mignon. Et le second point à aborder est l'écriture en elle-même. Bon, je vais être honnête, c'est cet épisode qui m'a inspiré à devenir le rival de Spoiler. Car tout le dilemme de cet épisode est de savoir si critiquer a un sens, si le combat même de Spoiler a un sens. Et le fait que je sois là aujourd'hui à vous parler prouve que oui, la critique a un sens. Car elle initie le public qui le veut à voir l'art autrement que comme du simple divertissement, mais aussi comme un monde vivant en chacun de nous, dans notre imagination. Le principe même de l'Imaginaire en somme. Et en tant que fruit né de cette réflexion, je me dois de perpétuer son héritage. Et lorsque l'ange en vient à dire que rien n'a changé dans l'Imaginaire, j'ai pu dire qu'il s'est trompé, rien qu'en me regardant dans la glace. D'ailleurs, nul doute que je serais intervenu pour l'aider à ce moment-là, si je n'en voulais pas, spoiler, de n'avoir toujours rien fait pour enlever le blocus sur la constellation japonaise, dont il est quand même plus ou moins responsable. Ah oui, ça et aussi le fait que je devais affronter un lieutenant sur la nouvelle planète Dragon Ball, parce que à ce moment-là, bref, en tout cas, je vous parlerai sûrement de l'évolution de la constellation japonaise depuis le blocus un autre jour. Bref, cet épisode est absolument génial. Autant lui-même pour son écriture et sa mise en scène, que parce qu'il a réussi à produire chez moi l'inspiration de devenir un critique. Mais bon, depuis le début de la critique, si vous êtes un assidu d'Alert Spoiler, vous devez avoir remarqué que j'ai omis un sujet de manière volontaire. Et ce sujet, c'est l'antagoniste principal, Dead Fox. Numéro 1. Épisode 15, la bataille du Gant Rouge. Blood Rain Trilogy. Ça y est. Tous les pions sont en place pour l'assaut final. La Ligue est parée, la galaxie du Weeball ne demande qu'à se libérer, alors qui sortira vainqueur? Dead Fox le destructeur ou Spoiler le héros? Mais du coup, avant de vous parler de l'épisode en lui-même, je vais vous parler de Dead Fox directement. Bon, ce n'est pas mon antagoniste préféré de la série comme vous l'aurez compris, mais pour autant, il est un excellent numéro 2. Son design est déjà assez évocateur de ce qu'est le personnage. Une ombre de mort sans aucune once d'humanité qui n'a pour objectif que le néant. C'est assez classique certes, mais ce qui fait sa spécificité c'est le traitement du personnage. Car si celui-ci est un stéréotype de maître du chaos comme on en voit partout, ce qui n'est pas un mal en soi je précise, il y a des tas de personnages qui ne sont que des méchants pour être des méchants et qui sont géniaux. Il a tout de même une évolution en tant que personnage qui ne se cantonne pas qu'à sa fonction. On le voit notamment dans l'épisode 12 où Mr. McGuffin lui fait comprendre que son but ne le mènera qu'à sa propre destruction, et où il rétorque par la simple pure rage. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand j'essaie de faire comprendre aux gens à quel point ce personnage est excellent, j'aime le rapprocher de l'épouvantail dans Batman Arkham Knight, qui est un de mes méchants préférés de la saga. Parce que ce soit dans le design inhumain, les motivations ou les tactiques employées, ils sont assez similaires. À la différence près que Dead Fox, lui, il promet toujours de revenir en mode je serai plus fort la prochaine fois, ce qui, je dois l'avouer, le rend assez ridicule de temps en temps, ce serait le seul point faible du personnage. Je me demande d'ailleurs si le fait que son œil soit visible dans la scène post-générique indique qu'il a en réalité une identité secrète. Mais bon, faudra attendre la saison 3 pour voir ça. Bref, en ce qui concerne cet épisode final, rien que le générique spécial donne le ton. On a affaire à l'épisode le plus sérieux de la série. Il y a toujours de très bons gags, comme la discussion sur la soupe en début d'épisode, mais que ce soit sur la forme avec la confrontation finale impliquant tous les personnages centraux, excepté JCVD, maintenant que j'y pense, que je sais pas pourquoi il réapparaît pas, ou la critique elle-même, le ton est vraiment lourd d'enjeu. Ce qui est particulièrement bien géré dans cet épisode, c'est le fait que Spoiler a totalement dépassé l'état de rage dans cet épisode. Il ne crie quasiment pas, montrant qu'il a atteint le stade où critiquer de mauvais films n'est plus un calvaire pour lui lorsqu'il s'agit de la lutte pour l'imagination. D'ailleurs, Weeball n'apparaît pas physiquement, mais est pourtant une menace crédible grâce au côté soleil rouge de la galaxie qui le symbolise. Et aussi avec l'aura maléfique que lui donnent ses agissements de connard dans la réalité. Sérieux, rien que les dramas qui sortent sur lui le font passer pour un méchant de cartoon. D'ailleurs, le plus triste, c'est que malgré la critique de 1h39, Spoiler n'a même pas le temps d'évoquer un tiers de ce qui va pas dans ses films. Même dans les extraits, vous pouvez voir des trucs qu'il n'évoque pas et qui sont pourtant flagrants tellement c'est complètement débile. Bon, je vous ai assez fait poireauter comme ça. La vraie raison pour laquelle cet épisode est numéro 1, la fin. Le combat final est le meilleur de toute la série, de très très loin. Avec cette chorégraphie de combat où Spoiler enchaîne Keyblade et attaque au gun, l'intervention de Willy et de l'aviateur, les effets spéciaux bien plus crédibles qu'avant, le montage hyper dynamique, les one-liners entre les personnages et ce putain de plan de ouf!
C'est du bonbon visuel. Ensuite, l'échange entre Spoiler et Dead Fox est absolument savoureux, avec l'affirmation de la puissance de l'imagination et de la critique face au néant, mais aussi par le rapport d'opposé total que les deux sont l'un envers l'autre. Et soyons honnêtes, la meilleure punchline de toute la série. Et ça, this is my boomstick! La mort de l'aviateur, quant à elle, est vraiment réussie. On ressent du drame pur et dur à ce moment. Surtout si on ajoute la splendide réplique de Dead Fox qui est pourtant si cruelle. Ça fait plaisir de voir un réal qui n'a pas peur de faire mourir ses personnages si c'est pour amener des éléments scénaristiques intéressants à exploiter par la suite. Surtout que waouh quoi, le prologue qui suit est vraiment touchant pour les fans de la première heure. Et c'est pour ça qu'Alert Spoiler est ma web-série préférée. Car toute la passion qui y a été investie et tout le génie de la mise en scène malgré que ce soit amateur ont créé une mythologie autour du principe fondamental de l'art, l'imagination. Une mythologie qui non seulement touchera ceux qui s'y sont immergés, mais qui les inspirera à plus que ça, à savoir devenir eux-mêmes des voyageurs de l'imagination. Quant à moi, qui me comprend aussi dans cette catégorie, je n'ai qu'une chose à dire, bon anniversaire avec Spoiler. Je m'arrête là, et je vous souhaite une bonne journée à tous.